Je vais vous parler à nouveau de l'homme et de la femme et de ce qui les distingue et de ce qui les sépare. C'est important que chacun ait conscience des différences au sein d'une société où ils doivent cohabiter d'une manière ou d'une autre. Alors, je dirais qu'une des impuissances de la femme les plus criantes, c'est l'incapacité, en quelque sorte, que j'appellerais une incapacité critique, au sens exégétique et herméneutique. C'est-à-dire l'incapacité à retrouver derrière ce qui nous parvient la vérité, la réalité. Au fond, l'incapacité à remonter en amont, à la source de vie. Et en ce sens-là, la femme est du côté de la mort. Bien que paradoxalement, la mort soit plus du côté de la lumière et la vie plutôt du côté des ténèbres. Mais enfin, c'est un autre problème que j'ai pu évoquer en passant. Peut-être qu'il ne faut pas confondre tout. Vous mettez une femme en face d'un texte, elle va chercher à le comprendre, elle va le commenter, mais elle ne sera pas en mesure de le critiquer. Pas le critiquer en disant qu'on n'est pas d'accord avec ce texte. Le rôle de l'historien n'est pas d'être d'accord ou pas avec un texte. Le rôle de l'historien, c'est de déterminer ce que ce texte veut réellement dire. Point final. Et dans bien des cas, le message propre à ce texte est brouillé, corrompu. Donc, partir d'un texte sans le nettoyer, sans le décanter, sans le purifier, est inconcevable du point de vue de l'esprit masculin. Mais encore faut-il en être capable de le faire, de le corriger, de le réparer, de le restaurer, de percevoir, justement dans ce texte qui est mort quelque part, tout texte écrit qui nous parvient est mort, de percevoir les atteintes du temps, les interpolations, les omissions, les suppressions, les ajouts. Il faut avoir un flair particulier pour capter toutes ces anomalies, toutes ces irrégularités. Et en même temps, si on ne le fait pas, le texte en question ne fait pas sens. C'est ça le drame. Le texte ne fait sens que s'il a été corrigé. En tout cas, si on a rétabli à sa signification première, à son message premier, à sa structure première. D'où éventuellement la nécessité de le déconstruire, ce message, pour le reconstruire. Or, quand on regarde ce que font les femmes, en général, elles ne veulent pas toucher à la lettre. La tradition, elle est ce qu'elle est. On a tout juste le droit, bien entendu, d'interpréter, de traduire le texte. Mais on n'a pas le droit, on ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, de dire oh, il y a une erreur, il y a une interversion, il y a une permutation, il y a une addition, il y a une interpolation, il y a quelque chose qui a disparu. Non, ça ce serait un culot extraordinaire de se permettre de telles propositions. Donc,
dès qu'on est dans le domaine de l'étude des textes, nous avons des sensibilités différentes. Que ce soit pour étudier la Bible, les Centuries Nostradamus, les langues aussi, parce que les langues sont aussi des textes, et les langues peuvent aussi faire l'objet d'une approche critique en disant, voilà, cette langue-là, qu'est-ce qu'elle est devenue, comment elle a pu se corrompre à ce point-là, peut-on la restaurer dans sa cohérence originelle, etc. Voilà les enjeux du XXIe siècle, à mon avis, cette capacité à retrouver le sens premier des textes, des traces, des monuments, des documents. Et en ce sens-là, épistémologiquement, le XXIe siècle pourrait être aussi, paradoxalement, le siècle aussi de l'étude des textes, et pas uniquement de la science dure. Mais pour tenir tête à la science dure, il faut effectivement faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire une relecture très critique de tout le matériau, toutes ces traditions, plus ou moins ésotériques. Tout est ésotérique finalement. Parce que les textes qui sont. Qu'est-ce que c'est qu'un texte ésotérique? C'est qu'un texte qui n'est pas clair finalement, qui exige une lecture critique, qui exige un décryptage, comme une langue exige un décryptage, comme un texte exige un décryptage. Et cette capacité, cette puissance, par opposition à l'impuissance, cette puissance de relecture, de réinterprétation, de recompréhension, de reformulation des textes qui nous sont parvenus, c'est une façon, en quelque sorte, de restaurer tout l'héritage intellectuel de l'humanité, de lui permettre une renaissance en quelque sorte. Car dans le combat, dans la tension entre la machine et l'homme a tout intérêt entre la machine, entre la science et l'homme, entre la technoscience et l'homme a tout intérêt à exploiter au mieux ses propres ressources. Et ces propres ressources, elles sont aussi largement liées à la question des textes, de la transmission des textes, et de leur décryptage. Qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur le passé, et donc sur l'avenir quelque part. Seule façon de tenir tête à cet empire de la technoscience qui nous envahit depuis des millénaires déjà. Parce que le récit de la Genèse, les premières pages de la Genèse, nous parlent d'une invasion extraterrestre, plus ou moins, qui nous impose, qui transforme l'humanité, qui transforme la Terre. Le mot créer ne voulant pas dire ici créer ex nihilo, mais transformer quelque chose qui est déjà là, qui transmute. Créer ici veut dire transmuter. Qui veut dire qu'il y a quelque chose qui existe déjà et qu'on a voulu trafiquer, qu'on a voulu transformer, et qui peut résister éventuellement à cette transformation. Et qui peut garder le souvenir de ce qui préexistait à cette transformation, cette tentative de transformation. Alors effectivement, la lecture des deux premiers versets de la Genèse nous parle de cela de manière absolument criante quand on regarde, savoir, c'est bien évident qu'on ne peut pas dire que Elohim a créé le ciel et la terre, et dans un deuxième verset dire la terre était chaos, C-H-A-O-S, ténèbres. C'est évident que la terre était d'abord chaos et ténèbres, et qu'après, les Elohim sont venus pour transformer cette situation. Donc, déjà, dès les premières lignes de la Genèse, il y a déjà une interversion au niveau de la chronologie. Et ça, les femmes ne peuvent pas le voir. Alors évidemment,
Une fois qu'on leur a montré, évidemment, une fois qu'on leur a montré, elles peuvent le faire. Mais à ce moment-là, elles viennent dans un deuxième temps. Mais évidemment, une femme est capable de répéter ce que je dis, ça va de soi. Elle peut même capable de plagier et de reprendre ce que je dis. Et elle ne sera pas à l'origine de ce que j'ai trouvé. Alors c'est justement ça qui est important. C'est celui qui donne le déclenchement. Après, une fois qu'on a déclenché quelque chose, après, ça suit son cours. Comme une femme enceinte, bon, ben, une fois qu'elle est enceinte, ça suit son cours. Et une fois qu'on a avalé quelque chose, eh bien, le corps va suivre son cours jusqu'à la destination finale. Bon, donc il y a des choses qui suivent leur cours une fois que le processus est démarré. Et ce n'est un cours d'ailleurs qui est subconscient et qui ne redevient conscient qu'à son extrême aboutissement. Tu vois ce que je veux dire? Alors que chez l'homme, la conscience est constamment là. Bien qu'il y ait effectivement cette dualité intérieure, cette maïeutique intérieure, parce que la maïeutique, c'est pas seulement le rapport avec l'autre, c'est le rapport avec soi-même. De quoi il faut arriver à accoucher de soi-même. Le matin, quand je me lève, je me dis, mais de quoi vais-je accoucher? Je n'attends pas que quelqu'un me fasse accoucher, ou m'aide à accoucher, ou me féconde. C'est un accouchement qui est de l'ordre de l'androgyna, en quelque sorte. Androgyna, qui est au cœur même des premiers chapitres de la Genèse. Et là encore, on a le même problème. On dit, on a créé Adam, mais ça veut dire on a transformé Adam, qui était en fait mâle et femelle, et on lui a adjoint finalement une femme, la Isha, au chapitre 2 de la Genèse. Pareil. Là aussi encore, il faudrait établir la chronologie des choses. Alors, la chronologie des choses, ça veut dire qu'il faut avoir un certain bon sens, comme dirait Descartes. Le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée, etc. Il ironisait en disant ça. Et oui, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas le bon sens. N'a pas la capacité à percevoir ce qui ne va pas, à exprimer un doute par rapport à quelque chose qui nous est proposé et qui ne tient pas debout, qui ne tient pas la route. Alors que les femmes, elles sont dans l'apologétique, elles ne sont pas dans la critique. Il s'agit de défendre et de justifier l'ordre établi, l'ordre des textes, pas l'ordre social. Voilà, c'est comme ça, c'est ce qui est écrit. Voilà, essayons de comprendre. Voilà, essayons de comprendre ce que ça veut dire, essayons d'interpréter ce que ça veut dire, mais surtout pas corriger le texte. Il ne faut pas toucher à la lettre du texte, pas la toucher à la lettre des mots. On peut se permettre éventuellement une marge de manœuvre au niveau de l'interprétation, mais surtout ne touchons pas à la lettre. Voilà ce que pensent les femmes, profondément, consciemment ou pas. Et donc, pour terminer, effectivement, l'homme, aujourd'hui, il doit rester dans l'oralité. L'oralité, c'est-à-dire la mémoire orale, ce qui n'est pas écrit, ce qui ne devient pas un objet, ce qui est une sorte de source. La source, elle n'a pas besoin, de tonneau, elle n'a pas besoin de stocker, elle est là, elle est là. Justement, d'ailleurs, dans le livre de l'Exode, on parle de silo. Joseph demande à Pharaon de stocker le blé, les céréales, parce qu'il y aura une carence. Quand on est dans la source, on ne stocke pas. Les choses viennent, et elles viennent, on n'a pas besoin de les stocker, de les figer. Par peur qu'après il n'y en ait plus. La peur de manquer. Donc, écrire, mettre par écrit, c'est déjà l'expression d'une peur de manquer. D'une peur que la source tarisse. Et les femmes sont très friandes de l'écrit, parce qu'à partir du moment où il y a l'écrit, on n'a plus besoin de la source. On n'a plus besoin de l'homme. On peut s'en passer, on peut s'en délester. Alors peut-être qu'on manquera quelque chose parce qu'il y aura des choses à venir qui ne seront pas là, mais on a déjà beaucoup de choses, on a déjà tout un héritage, et on va gérer cet héritage. Voilà comment pensent les femmes. Alors que l'homme, lui, l'écrit, c'est quelque chose, c'est un pis-aller, l'écrit. Bon, on écrit parce que il faut transmettre, il faut notamment donner à la femme quelque chose
qu'elle puisse utiliser, qu'elle puisse pratiquer, qu'elle puisse employer. Mais en fait, normalement, il n'y a pas besoin d'écrire. Il suffit que les gens s'écoutent, et puis il suffit tout simplement que la vie soit là, et que bon, bah, on dit les choses, et puis on peut les répéter, on peut les reformuler, pas besoin de les écrire. C'est ça que là, je suis en train de vous parler, je ne suis pas en train d'écrire, par exemple. Et Socrate, lui, il n'était pas non plus spécialement dans l'écriture, il était dans la parole. Pas du tout la même chose. Parce que l'écriture, c'est quelque chose qui n'a plus besoin de celui qui écrit. Alors que la parole, elle est consubstantielle à celui qui parle. C'est pas du tout la même chose. Voilà quelques réflexions que je porte à votre gouvernant.